par rapport à l'Algérie a eu recours à l'aide du FMI. Et beaucoup pensent que vous étiez l'un des acteurs et même instigateurs de cette démarche-là. Donc, comment vous avez vécu la chose personnellement? Comment ça s'est passé pour vous? Écoutez, le FMI, instigateur, bon, le mot est trop fort. D'abord, on a toujours fait partie du Fonds monétaire et de la Banque mondiale. Hein, voilà. Pour une raison simple, c'est que vous ne pouvez pas emprunter un centime si vous n'êtes pas au Fonds monétaire et à la Banque mondiale. Non. Le Fonds monétaire, la Banque mondiale sont les instruments des accords de Bretton Woods. La Banque mondiale, c'est la Banque internationale pour la reconstruction et le développement, a été créée pour l'Europe et pas pour nous. Et le Fonds monétaire aussi. Alors, très très rapidement, en réalité, pardon, les Américains ne voulaient pas sauver l'Europe. La guerre a été gagnée par l'Union soviétique, mais les Américains voulaient détruire l'Europe et en faire un protectorat sous-développé. Et puis ils se sont rendus compte que face à la victoire soviétique et face à la puissance du Parti communiste russe, l'Europe pouvait, dans la pauvreté dans laquelle elle a été réduite, basculer totalement à gauche. Pour simplifier, l'Europe continentale aurait été dans le pacte de Varsovie. Et l'OTAN, ce serait grosso modo le Canada, les États-Unis et ce qu'on appelle l'AUKUS aujourd'hui, les Five Eyes. Donc les Américains ont conçu le plan Marshall pour vite, on va dire, rétablir les équilibres économiques et industriels de l'Europe occidentale. Et la Banque mondiale a été créée à cet effet. Bon, la Banque mondiale, évidemment, correspondait à ce qu'on appelle Bretton Woods. Bretton Woods, c'est... les Russes ont peut-être gagné la guerre, mais ils étaient exsangues économiquement, ce qui n'était pas le cas des États-Unis, qui, eux, ont des caractéristiques à la Russie qu'on aurait pu nous avoir, c'est-à-dire ils ont le sous-sol, le sol et l'intelligence. Et ils avaient donc accumulé énormément d'or, parce que la guerre, c'est un jeu à somme nulle, c'est-à-dire vous faites la guerre et vous payez celui qui vous vend des armes, donc je vous pique votre or. Donc les États-Unis avaient quasiment piqué l'or du monde entier. Et ils se sont retrouvés avec un grand stock d'or. Et l'idée était simple. C'est une idée anglaise, parce que le monde était géré par la livre sterling, et de dire, bon, on va passer le témoin à notre filiale américaine, et dorénavant, on va dire le standard or va passer aux États-Unis, et le standard or, c'est 1 dollar égale 34 dollars l'once d'or. L'once, c'est 31 grammes 0,4 ou quelque chose comme ça. Donc sur cette base, on a expliqué au monde que les États-Unis étaient le garant ultime, c'est-à-dire que travailler avec l'or, ce n'était pas possible, parce que livrer de l'or à chaque fois que vous faites une transaction, c'était lourd. Il faut des bateaux, il faut de la sécurité, etc. Le papier, c'est beaucoup plus simple. Et donc, le dollar est devenu la monnaie internationale, parce que le dollar, c'était équivalent à de l'or. Donc voilà, la Banque mondiale et le Fonds monétaire. Donc le dollar or, c'est le Fonds monétaire, et sont issus de là. Donc reconstruction de l'Europe et un fonds qui permettait de faire la compensation, qui permettait de gérer tous ces échanges internationaux avec des obligations de maintien des équilibres. Pour que le dollar ait un sens et tout ça, il ne faut pas qu'il y ait de déséquilibre macroéconomique, il ne faut pas qu'il y ait de déséquilibre microéconomique. Donc c'était le rôle. Le Fonds monétaire fait des analyses et la Banque mondiale fait des programmes de rétablissement. Donc, effectivement, quand vous êtes banquier, vous voulez prêter à un pays, il vous faut quelqu'un qui vous donne des garanties d'une certaine façon,
que les chiffres qu'on vous donne correspondent à quelque chose, qu'il y a un programme économique, etc. Donc c'est le rôle de ces deux institutions. Donc l'Algérie à l'indépendance, elle a adhéré. Vous n'avez pas le choix. Jusqu'à présent d'ailleurs. Bon. Donc pour tous les développements de l'Algérie, notamment du pétrole, etc., sans fonds, sans Banque mondiale, vous êtes rien. Vous êtes rien. Vous ne pouvez pas emprunter, vous ne pouvez pas investir. Et puis, c'est un encouragement à la dette, parce que plus vous êtes endetté, plus vous êtes dépendant. La dette, c'est la domination. Hein. C'est l'histoire de la domination, la dette. Et en même temps, la dette, c'est la capacité d'inverser les rapports de force. Bon, ça c'est complexe. Je veux dire, il vaut mieux être endetté qu'avoir des excédents de réserve. Hein. Un excédent de réserve, c'est un signe de mauvaise gestion. Bon. Et parce qu'il faut vivre avec l'argent des autres, quand même. Parce que si vous avez des excédents, c'est que vous êtes en train d'enrichir quelqu'un d'autre qui vit avec votre argent. Donc voilà, ça c'est la banque et le fonds. Ce qu'il y a d'un peu différent pendant notre période, c'est que, disons, en 1986, l'Algérie était tombée dans le piège de l'endettement à court terme. Ça, c'est un piège voulu. C'est une histoire intéressante à raconter. Elle commence en 1984, qui était une période où on a voulu détruire le système de planification algérien, la capacité de mettre de l'ordre dans les industries algériennes, la restructuration organique, tout le monde s'en moque. Bien sûr, il y a eu des côtés un peu loufoques à la restructuration organique, mais surtout, ce qui s'est passé à ce moment-là, c'est qu'on est passé, on va dire, d'un investissement sans objectif à un investissement, il fallait que ce soit rentable et productif. Et ça, ce n'était pas admis. C'est-à-dire les industries industrialisantes étaient admises par l'Occident, parce qu'ils savaient très bien que c'était des éléphants blancs. Mais de là à rendre productifs des éléphants blancs, ça, ils n'ont pas accepté. Ils n'ont pas accepté. Et quand même une anecdote qui n'en est pas une. En 1984, la capacité de production de logements algérienne était de 200 000 logements an. 120 000 secteurs publics, 80 000 secteurs privés. 200 000 logements an. Au taux d'occupation du logement de l'époque, c'est-à-dire 7 personnes par logement, c'est quand même 1 400 000 personnes par an que vous logez, avec des moyens algériens. Tout Bebzouar, etc., tout ça c'est algérien. Il n'y a pas d'importation là-bas. Hein. Bon. Si vous passez à un taux d'occupation européen de 5, ça vous fait 1 million de personnes que vous logez, vous-même. En 84, on reçoit un ordre. Un ordre, hein. Vous réduisez la capacité de production de logements de la part du secteur public de 120 000 à 40 000. Allez, il ne faut pas discuter. En bas, on nous a donné une explication. C'était qu'il fallait favoriser le secteur privé, qui lui ne produisait que 80 000 logements, il n'a qu'à produire 160 000 logements. Doublé. En secteur privé, nous sommes en Algérie, c'est-à-dire la capacité d'initiative d'Anna, elle est toujours limitée. Il ne faut surtout pas laisser les gens, on en parlait tout à l'heure. Bon. Comme par hasard, on n'est pas loin du FMI, ne vous en faites pas. Comme par hasard, quelques semaines après, nous avons vu 2 contrats signés avec Bouygues et Chantier Moderne, oui, pour évidemment 80 000 logements. À Médéa, en Kabylie, enfin un peu partout, etc., financés en devises. Alors que les logements algériens étaient financés évidemment en dinar. C'était une dette non prévue par le plan, qui est venue alourdir brutalement le plan. Idem. Qui s'élevait à combien, si vous avez... C'était 1 milliard de francs. Et, à l'époque, hein, c'est énorme, hein, c'est énorme. Il y a eu la même chose dans le train. C'est-à-dire, faire du train, c'est poser des rails, hein, je veux dire, c'est pas une technologie extrêmement puissante. Et l'Algérie maîtrisait beaucoup de technologies à l'époque. On savait faire une raffinerie, on savait faire une centrale électrique, hein. On savait faire des lignes de chemin de fer, on savait faire des ponts. On savait faire des ponts mieux que les Européens.
le prêt contraint. Le prêt contraint, ça a été totalement maîtrisé par les ingénieurs algériens. Tout ce que vous voyez quand vous sortez d'Alger, c'était des ponts qui poussaient tout seuls. Bon. Tout ça a été stoppé au profit de l'importation. Donc Ramadan, Jamal, Jijel, toutes ces lignes comme ça, etc. Tout d'un coup, allez, pas d'Algériens qui travaillent, on importe des étrangers. Donc tout ça, ça a été de la dette lourde. 1984. 1986, grande crise internationale, comme on en voit souvent, 2008, actuellement, etc. Le coût du crédit qui augmente, et nous tout d'un coup avec une dette qui était imprévue. Et donc il fallait trouver le... Là aussi, on a reçu un ordre qui disait « Ne vous en faites pas, la crise du prix du pétrole qui est passé de 40 $ à 10 $, elle est passagère, donc empruntez sur le marché à court terme, c'est-à-dire étranglez-vous. » Bon, les gens obéissent, hein. Donc les banques se sont mises à emprunter à court terme en 1986. Évidemment, en quelques mois, on s'est retrouvé totalement étranglé. Alors, pourquoi ceci est important? Parce que quand vous êtes étranglé, vous ne pouvez pas rembourser. Quand la charge de la dette est équivalente à 98% de vos recettes en devises. Ça veut dire que tout ce que gagne Sonatrach, vous remboursez avec. Vous ne pouvez plus acheter de blé pour manger. Qu'est-ce que vous faites? Vous allez au Fonds monétaire international pour faire un programme et vous allez à la Banque mondiale pour solliciter des crédits. C'est à ça que ça sert. Parce que le Fonds monétaire et la Banque mondiale sont des instruments de pouvoir. On a bien vu vis-à-vis de l'Europe, c'était un instrument de pouvoir pour qu'elle échappe à l'Union soviétique. Ce n'est pas un instrument, contrairement à la présentation qu'on en fait, ce n'est pas une coopérative, la Banque mondiale. C'est un instrument de domination dure.